Chloé Moreau avait tout perdu. Ce n'était pas une hyperbole, une figure de style pour dramatiser une mauvaise passe. C'était un fait, aussi dur et froid que le sol sur lequel ils avaient dormi la nuit précédente. Le vide glacial dans son estomac n'était pas seulement dû à la faim, mais à l'absence béante de tout ce qui avait autrefois constitué sa vie, un mari, un foyer, un travail, un avenir. Depuis 3 interminables semaines, 21 jours qui s'étaient étirés en une éternité de misère, elle et ses 2 enfants, Manon et Léo, erraient comme des fantômes à travers la campagne française. Ils survivaient, un mot bien trop noble pour décrire leur existence précaire, passant de village en village, espérant chaque jour un miracle qui ne venait jamais. Les centres d'hébergement pour femmes, avec leurs portes closes et leurs voix fatiguées au téléphone, les rejetaient systématiquement. Leur liste d'attente s'allongeait comme des sentences de mort différées, des rubans de noms qui étaient autant de familles brisées. Ils vivaient de reste, de la générosité parcimonieuse des étrangers, et surtout, d'un désespoir si épais qu'ils semblaient s'accrocher à leurs vêtements usés. Ce matin-là, alors qu'un gel féroce mordait les champs endormis et recouvrait l'herbe d'une fine couche de cristal, la toux de son petit Léo, son bébé de 18 mois, s'était transformée. Ce n'était plus la toux sèche d'un rhume, mais un râle humide et inquiétant qui semblait venir du plus profond de ses petits poumons. À chaque quinte, Chloé sentait le dernier fil de son espoir, déjà usé jusqu'à la corde, s'effilocher un peu plus. Elle n'avait plus aucune option, plus de plan B, plus de contact à appeler. L'univers entier s'était réduit à ce son rauqué à la peur panique qui l'inspirait. En fouillant machinalement dans son sac à main élimé, un vestige de son ancienne vie, à la recherche de quelques pièces égarées qui pourraient leur acheter un bol de soupe chaude, ses doigts engourdis par le froid heurtèrent quelque chose de dur et de métallique. Une étrange carte, rectangulaire mais aux bords arrondis, couverte d'une patine de rouille et de vert de gris. Le dernier cadeau de son grand-père, Jean-Pierre Moreau. Pendant près de 20 ans, elle l'avait considéré comme une relique sans valeur, un morceau de ferraille sentimentale, le souvenir excentrique d'un vieil homme qu'elle avait adoré. Mais aujourd'hui, dans le dénuement le plus total, n'ayant absolument plus rien à perdre, Chloé prit une décision insensée, un pari fou contre le destin. Elle irait à la banque et présenterait ce morceau de métal ridicule. « On va où, maman » murmura Manon, sa fille de 8 ans, dont le souffle formait un petit nuage blanc dans l'air glacial. Ses yeux, trop grands pour son visage amaigri, reflétaient une lassitude qui n'aurait jamais dû s'y trouver. Chloé fixa la carte, ses propres yeux traçant les gravures indistinctes, presque effacées par le temps. « Voir ce que ton arrière-grand-père nous a laissé. » Au loin, à travers la brume matinale, la façade de pierre imposante de la Banque de la Loire se dressait contre le ciel gris d'hiver. Ses portes en laiton brillaient faiblement, un mirage de chaleur et de sécurité dans leur désert de froid et d'incertitude. Chloé hésita un instant, le doute l'assaillant comme une vague glacée. À quoi pensait-elle? Il ne laisserait jamais une personne comme elle, avec ses vêtements sales, son visage marqué par la misère et ses enfants malades, franchir le seuil de ce temple de l'argent. Mais la toux de Léo s'était aggravée pendant la nuit, et les chaussures de Manon, trouées, laissaient passer l'humidité glaciale. Ils avaient besoin d'un miracle. « Viens » marmonna Chloé, s'adressant plus à elle-même qu'à sa fille. Le flot d'air chaud qui les accueillit lorsqu'elles franchirent la porte-tambour fut si soudain et si bienfaisant que Chloé en eut le vertige. L'odeur du lieu était celle d'un autre monde, un mélange de papier neuf, de cire à parquet et d'un parfum subtil et coûteux. Le hall en marbre, vaste et opulent, s'étendait devant elle, peuplé d'hommes et de femmes en costumes coûteux et en chaussures impeccablement cirées. Le silence feutré n'était rompu que par le murmure discret des conversations et le cliquetis des talons sur le sol poli. Chloé prit une conscience aiguë et douloureuse de son apparence. La fatigue indélébile de la vie sans abri était gravée sur ses traits. Ses vêtements étaient un témoignage de leur semaine d'errance. Les agents de sécurité les repérèrent immédiatement. 2 silhouettes en uniforme impeccable se détachèrent de leur poste près de l'entrée. « Madame » commença l'un d'eux, un homme dont le badge indiquait le nom de Lucas. Son expression était un mélange étudié d'autorité et de méfiance. « En quoi puis-je vous aider ?»« Je dois parler à quelqu'un à propos d'un compte, » dit-elle, forçant sa voix à paraître plus assurée qu'elle ne l'était. Le second agent, une femme nommée Léa, s'approcha, sa main posée nonchalamment sur sa radio. « Avez-vous un numéro de compte, des papiers d'identité ?» demanda-t-elle, son regard balayant Chloé de la tête aux pieds avec une évaluation rapide et dédaigneuse. « J'ai ça, » dit Chloé en sortant la carte métallique de sa poche. Elle ne ressemblait à aucune carte bancaire moderne.
rectangulaire mais légèrement plus grande, elle semblait faite de cuivre, maintenant oxydée en une mosaïque de vert de gris et de brun. Des symboles étranges et une série de chiffres étaient gravés à sa surface. Lucas l'examina avec un scepticisme évident. Ce n'est pas une de nos cartes. Mon grand-père me l'a donnée, expliqua Chloé, sa voix tremblant malgré elle. Jean-Pierre Moreau. Il a dit que si jamais les choses allaient vraiment mal, madame, ce n'est pas un refuge, l'interrompit Léa. Il y a un centre social à 3 rues à l'est. Il ouvre à midi. S'il vous plaît, insista Chloé, le désespoir perçant à travers sa façade de calme. Vérifiez simplement. Le nom est Jean-Pierre Moreau. S'il vous plaît. Il y avait quelque chose dans son ton, peut-être ce mélange de dignité fragile et de détresse absolue, qui fit hésiter Lucas. Il échangea un regard avec Léa. Attendez ici, dit-il finalement, désignant une petite alcôve à l'écart du passage principal. Et n'approchez pas les autres clients. Chloé guida Manon vers l'endroit indiqué, sentant les regards curieux et réprobateurs peser sur elle. Maman, j'ai faim, chuchota Manon, se blottissant contre sa mère. Bientôt, mon trésor, promis, murmura Chloé, même si les mots sonnaient creux à ses propres oreilles. Combien de repas avait-elle elle-même sauté pour que ses enfants puissent manger, ne serait-ce qu'un peu? Pendant qu'elles attendaient, l'esprit de Chloé retourna des années en arrière, dans la cuisine de la maison de campagne de son grand-père. Elle pouvait presque sentir l'odeur réconfortante de café et de croissants qui flottait en permanence dans sa modeste maison. La petite Chloé, alors âgée de 10 ans, était assise en face de papy Jean-Pierre devant un échiquier usé, le menton dans les mains, réfléchissant à son prochain coup. Mat en 3 coups, ma puce, avait-il dit avec un sourire en coin. C'est pas juste. Tu joues depuis toujours, s'était-elle plainte. Ces parties d'échecs dominicales étaient son moment préféré de la semaine. Son grand-père avait un rire chaud et rauque, vestige de décennies de cigarettes qu'il avait finalement abandonnées. La vie, c'est comme les échecs, Chloé. Parfois, tu dois protéger tes pièces les plus précieuses. Parfois, tu dois en sacrifier pour survivre. Il avait alors fouillé dans sa poche et en avait sorti l'étrange carte métallique. C'est pour toi. Garde-la précieusement. La petite Chloé l'avait tournée et retournée dans ses mains, intriguée par son poids et ses gravures bizarres. Qu'est-ce que c'est? Une assurance, avait-il répondu. Si un jour la vie te pousse dans un trou si profond que tu ne vois plus la sortie, cette carte sera la corde pour en remonter. Mais ne l'utilise que si tu crois vraiment qu'il ne reste aucune autre issue. Le souvenir se dissipa lorsque la toux de Léo s'intensifia. Chloé le berça doucement. Comment s'appelle-t-il? Demanda une voix douce. Chloé leva les yeux et vit une femme âgée, vêtue d'un élégant manteau en cachemire, debout devant eux. Léo, répondit Chloé après un instant de surprise. Comme mon père. La femme hocha la tête. J'ai élevé 4 fils. Le plus jeune avait des coliques terribles. Il toussait exactement comme ça. Elle plongea la main dans son sac à main et glissa un billet de 100 € dans la main de Chloé. Achetez-lui quelque chose de chaud à boire. Avant que Chloé ne puisse répondre, la femme avait disparu, se fondant dans la foule affairée du hall. Chloé regarda l'argent, à la fois reconnaissante et profondément humiliée. Il fut un temps où elle-même glissait des dons dans les troncs, un temps où elle avait une maison, un mari, un avenir. Madame Chloé Moreau? Lucas était de retour. On va vous recevoir. Veuillez me suivre. Chloé serra Léo contre sa poitrine, prit la main de Manon, et suivit l'agent de sécurité vers une rangée d'ascenseurs au fond du hall. L'ascenseur monta en silence, les emportant vers un étage dont Chloé ignorait l'existence. Lorsque les portes s'ouvrirent, un environnement radicalement différent du hall public en bas s'offrit à eux. Ici, des panneaux de bois sombres et un éclairage tamisé créaient une atmosphère de luxe discret. La moquette était si épaisse qu'elle absorbait le son de leurs pas. Lucas les conduisit dans une salle de réunion où un homme les attendait. Grand, le crâne dégarni, avec une posture impeccable, il se leva à leur entrée. Madame Moreau, je suis Stéphane Dubois, directeur du département des comptes successoraux. Je vous en prie, asseyez-vous. Chloé s'assit nerveusement sur le bord d'un fauteuil en cuir. Manon se serra contre elle, Léo toujours dans ses bras. Elle se sentait terriblement déplacée, comme une tache sur un tissu précieux. Vous avez présenté ceci à l'accueil, dit M.
Dubois, désignant la carte métallique posée sur la table en acajou poli. Mon grand-père me l'a donnée, expliqua Chloé. L'histoire semblait de plus en plus absurde, même à ses propres oreilles. Puis-je vous demander quelles circonstances vous amènent ici aujourd'hui? La question de M. Dubois était formulée avec une prudence délicate. Nous sommes sans abri, dit-elle finalement. Les mots lui brûlèrent la gorge. Mon mari est décédé il y a 1 an et demi. J'ai perdu mon travail, puis notre appartement. Les foyers sont pleins. Nous avons passé la nuit dernière dans un abri de bus de village. Elle s'attendait à de la pitié, peut-être même à de la gêne. Au lieu de cela, M. Dubois hocha la tête, comme s'il confirmait une hypothèse. Le protocole Moreau, murmura-t-il presque pour lui-même. Puis, plus fort, Madame Moreau, accepteriez-vous de vous soumettre à une vérification par empreinte digitale? Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la salle s'ouvrit et une jeune femme entra, tenant une tablette et un petit appareil électronique. Voici Camille, de notre service de sécurité, expliqua M. Dubois. Déconcertée, Chloé laissa Camille presser son index sur le scanner. Un instant plus tard, l'appareil émit un léger bip. Le sang-froid professionnel de Camille vacilla une fraction de seconde. Correspondance confirmée, dit-elle d'une voix soigneusement contrôlée. Merci, Camille, dit M. Dubois. Lorsqu'ils furent de nouveau seuls, le comportement de M. Dubois changea subtilement. Il devint plus chaleureux, plus humain. Madame Moreau, que savez-vous des dispositions financières de votre grand-père? Rien. Il vivait modestement. Il a travaillé toute sa vie sur les chemins de fer, je crois. Il est mort quand j'avais 15 ans. Votre grand-père a établi un type de fiducie particulier. Nous l'appelons un compte de réserve héréditaire. L'accès n'est possible que dans des circonstances très spécifiques. Quelles circonstances? Demanda Chloé. La formulation exacte de la fiducie stipule à débloquer uniquement lorsqu'un descendant direct se trouve dans un état de dénuement avéré. L'expression de M. Dubois était impénétrable. Il semble que votre grand-père ait anticipé une telle éventualité et se soit préparé en conséquence. Je ne comprends pas. Madame Moreau, suite à la vérification de votre empreinte digitale et à la confirmation de votre situation actuelle, vous avez désormais accès à la fiducie Moreau. La valeur actuelle, incluant tous les investissements et biens immobiliers, est estimée à environ 90 millions d'euros. Chloé entendit les mots, mais son esprit refusait de les assembler en une pensée cohérente. Des millions. Le concept était trop vaste pour être saisi, alors que quelques heures plus tôt, elle comptait ses centimes pour savoir si elle pourrait offrir un repas chaud à ses enfants. C'est impossible, souffla-t-elle. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, l'assura M. Dubois. Votre grand-père a été exceptionnellement prévoyant dans ses investissements. La fiducie a été gérée activement pendant des décennies, prenant une valeur considérable avec le temps. Mais pourquoi aurait-il? Chloé se tut. Il y a une lettre dans les documents de la fiducie que je vous remettrai sous peu. Mais nous devons d'abord nous occuper des questions urgentes. M. Dubois appuya sur un bouton du téléphone de conférence. Vos enfants semblent avoir besoin de manger, et le petit garçon pourrait nécessiter des soins médicaux. Comme par magie, un autre employé apparut avec un plateau, des sandwichs, des fruits, des bouteilles d'eau. Les yeux de Manon s'écarquillèrent à la vue de la nourriture. Mange, mon trésor, murmura Chloé, encore abasourdie. Pendant que Manon se jetait avidement sur un sandwich, M. Dubois continua. Nous allons immédiatement vous organiser un logement temporaire. Une suite au grand hôtel de la Touraine. Notre conciergerie veillera à ce que vous ayez tout le nécessaire pour ce soir. Demain, nous pourrons discuter plus en détail de vos options. Chloé le dévisagea, luttant pour concilier cette conversation surréaliste avec la réalité de sa vie. Pourquoi nous aidez-vous? Demanda-t-elle finalement. Madame Moreau, votre grand-père a été très précis dans ses instructions. Il a écrit, quand elle viendra, elle sera fière et brisée. Ne laissez pas la bureaucratie finir de la détruire. Les larmes piquèrent les yeux de Chloé. Je ne sais pas quoi dire, chuchota-t-elle. Vous n'avez rien besoin de dire, répondit M. Dubois.
concentrons-nous sur votre confort et celui de vos enfants pour ce soir. Le reste attendra demain. La suite présidentielle du Grand Hôtel de la Touraine était plus grande que tout l'appartement que Chloé avait partagé avec Nicolas. Des baies vitrées s'étendaient du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur la ville maintenant saupoudrée de neige. Les lumières des rues en bas scintillaient comme des étoiles terrestres. La moquette moelleuse étouffait ses pas alors qu'elle passait d'une pièce à l'autre. Dans une chambre, Manon sautait sur un lit immense, son petit visage rayonnant d'une joie pure. Dans une autre, Léo dormait paisiblement dans un berceau improvisé. Sa respiration était plus aisée après la visite d'un pédiatre que M. Dubois avait fait venir à l'hôtel. Une bronchite, avait diagnostiqué le médecin, assurant que les antibiotiques agiraient rapidement. Maintenant, seule dans l'immense salle de bain en marbre, Chloé fixait son reflet dans un miroir au cadre doré. Une étrangère la regardait, avec des joues creuses, des cernes sombres qui la vieillissaient bien au-delà de ses 34 ans. Lentement, elle ouvrit le robinet d'eau chaude. La vapeur monta, embuant le miroir, effaçant la femme qu'elle ne reconnaissait plus. Elle pleura pour Nicolas, emporté par une route glissante et un conducteur qui n'avait pas freiné à temps. Elle pleura pour la maison qu'ils avaient construite ensemble, maintenant occupée par des étrangers. Elle pleura pour l'innocence perdue de Manon et le début de vie précaire de Léo. Lorsque les larmes se tarirent enfin, Chloé se lava le visage avec un savon d'hôtel parfumé au jasmin et au bois de santal. Elle se sécha avec une serviette si douce qu'elle ressemblait à un nuage sur sa peau. Dans la kitchenette, elle découvrit de la nourriture, livrée pendant qu'elle était dans la salle de bain. Chloé prépara une assiette pour sa fille, s'émerveillant du surréalisme de servir de la nourriture dans de la porcelaine fine au lieu de récipients en plastique récupérés. « Maman, est-ce qu'on peut rester ici pour toujours ?» demanda Manon, en roulant des pattes autour de sa fourchette. « Non, mon trésor, » répondit Chloé. « Mais nous n'aurons plus à nous inquiéter de savoir où nous dormirons demain, ou le jour d'après. » Après que Manon eut mangé à sa faim, plus en un seul repas qu'au cours des dernières semaines, Chloé l'aborda dans le lit immense, vérifia Léo, ajusta sa couverture et posa un baiser sur son front, déjà moins chaud après la première dose de médicaments. Puis elle retourna dans le salon principal, où une enveloppe l'attendait sur la table basse. À l'intérieur se trouvait la lettre que M. Dubois avait mentionnée, les mots de son grand-père. « Ma chère Chloé, si tu lis ceci, cela signifie que le filet de sécurité que j'ai tissé t'a rattrapé. Je suis désolé que la vie t'ait mené à des circonstances aussi désespérées, mais je ne regrette pas la prévoyance qui me permet de t'aider maintenant, même d'outre-tombe. Tu te demandes peut-être comment j'ai accumulé une telle fortune en vivant si modestement. La vérité est à la fois ordinaire et extraordinaire. Dans ma jeunesse, j'ai fait un investissement brillant dans une petite entreprise technologique, Alphatech, en laquelle peu de gens croyaient. Cette seule décision, suivie par des décennies de gestion prudente, a créé la fondation de ton héritage. J'ai choisi de vivre simplement car je connaissais le danger séduisant de la richesse. J'ai vu des amis et des collègues changer sous l'influence de l'argent. Pour toi, je voulais autre chose. Je voulais que tu connaisses la valeur du travail, de la compassion, la capacité de voir les gens pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils possèdent. Mais je craignais aussi que le malheur ne te trouve, comme il m'a trouvé autrefois. Peu de gens s'en souviennent, mais avant mon succès, j'ai connu la faim. J'ai dormi sur des bancs publics. J'ai ressenti cette honte particulière que la société réserve à ceux qui sont tombés. Cette fiducie est intentionnelle. Tu découvriras que bien que tu disposes maintenant de ressources considérables, des mécanismes sont en place pour empêcher les pièges de la richesse soudaine. J'espère que tu utiliseras ces fonds pour reconstruire ta vie, assurer ton avenir et, peut-être plus important encore, montrer aux autres la même compassion que celle que tu reçois maintenant. Te souviens-tu de nos parties d'échecs, ma puce? La vie est stratégie, sacrifice et protection. Parfois on perd des pièces importantes, parfois on doit battre en retraite, mais la partie continue tant que le roi est debout. Avec mon amour éternel, Papy Jean-Pierre. Chloé relut la lettre 3 fois, la voix de son grand-père résonnant vivement dans sa mémoire. Elle plia soigneusement les feuilles et les remit dans l'enveloppe. Puis elle s'approcha de la fenêtre et regarda la ville enneigée. Un léger coup à la porte de la suite la tira de ses pensées. Chloé ouvrit et vit un jeune homme en uniforme de l'hôtel tenant un sac de course. « Madame Moreau, les articles que vous avez demandés. » Chloé n'avait rien demandé, mais elle accepta le sac avec une gratitude silencieuse.
À l'intérieur se trouvaient des articles de toilette, des pyjamas et des vêtements de base pour elle et les enfants. Tous à la bonne taille, l'œuvre de M. Dubois, sans aucun doute. Après s'être changé en un pyjama neuf, un coton doux qui était un luxe sur sa peau, Chloé s'installa sur le canapé, toujours incapable d'assimiler complètement les événements de la journée. Son téléphone vibra. Une autre attention de M. Dubois. Son ancien numéro avait été réactivé, le téléphone rechargé pendant qu'elle s'occupait des enfants. Un message d'un numéro inconnu s'afficha. Madame Moreau, c'est Hugo Martin de la Banque de la Loire. Je serai votre conseiller financier personnel. M. Dubois m'a demandé de vérifier si vous aviez besoin de quoi que ce soit d'autre ce soir. Nous avons un rendez-vous demain à 10 h, mais je suis disponible à tout moment si vous avez des questions. Chloé fixa le message. Conseiller financier personnel. Bien sûr, les gens avec de l'argent, des gens comme elle maintenant, apparemment, avaient des équipes entières pour gérer leurs affaires. Tout va bien, merci, tapatait-elle en réponse. Parfait. Essayez de vous reposer. Vous êtes en sécurité maintenant, Madame Moreau. Ces 4 mots, vous êtes en sécurité maintenant, brisèrent le sang-froid qu'elle avait si soigneusement maintenu. Chloé se recroquevilla dans un coin du canapé moelleux et les chuchota à voix haute, comme une incantation qu'elle avait peur de croire pleinement. Elle répéta la phrase jusqu'à ce qu'elle devienne une berceuse, se balançant doucement d'avant en arrière, les bras enroulés autour d'elle-même. Finalement, l'épuisement l'emporta, et pour la première fois depuis des mois, elle tomba dans un sommeil profond et sans rêve. Le matin arriva avec une lumière dorée qui filtrait à travers les fenêtres qu'elle avait oublié de fermer. Pendant un instant désorientant, Chloé ne se souvint pas où elle était. La réalité la frappa lorsque Manon fit éruption dans la chambre, déjà habillée avec les nouveaux vêtements du mystérieux paquet. « Maman, la baignoire est si grande qu'on peut nager dedans. Et il y a toutes les chaînes sur la télé. » Son excitation était palpable, ses mouvements vifs. Chloé n'avait pas vu sa fille ainsi depuis la mort de Nicolas. « Doucement, mon trésor », rappela doucement Chloé, bien que son cœur se gonflât de la joie de sa fille. Ton frère dort encore. Comme sur un signal, les pleurs de Léo se firent entendre depuis la chambre. Chloé alla le chercher, changea sa couche où les fournitures étant apparues comme par magie et le serra contre elle. Un coup discret annonça l'arrivée du petit déjeuner, un festin de fruits frais, viennoiseries, œufs et café. Manon et elle mangèrent lentement, savourant chaque bouchée, craignant encore à moitié que cette abondance ne disparaisse aussi soudainement qu'elle était apparue. À 9 h précises, le téléphone de l'hôtel sonna. Le concierge l'informa que M. Hugo Martin était arrivé et attendait dans le hall, à sa convenance. La réalité s'immisçait dans le refuge féerique de la suite. Des rendez-vous, des décisions, un avenir soudainement immense de possibilités alors qu'il s'était auparavant rétréci au prochain repas, au prochain endroit où dormir. Manon, nous devons descendre rencontrer quelqu'un, expliqua Chloé en aidant sa fille à nettoyer ses mains collantes de confiture. C'est à propos de notre nouvelle situation. On est riche maintenant, maman ? Demanda Manon sans détour. Chloé hésita. Nous avons de l'aide maintenant, dit-elle. Arrière-grand-père Jean-Pierre nous a laissé un cadeau. Satisfaite de cette explication, Manon gambada vers la porte tandis que Chloé rassemblait Léo et un sac de couches. Le jeune homme en costume gris anthracite s'approcha d'eux dès leur sortie de l'ascenseur. Madame Moreau, je suis Hugo Martin. Ravi de vous rencontrer en personne. Hugo les conduisit à un salon privé à l'écart du hall principal, déjà préparé avec une chaise haute pour Léo et des livres de coloriage pour Manon. La prévenance de ces préparatifs toucha Chloé de manière inattendue. Monsieur Dubois vous envoie ses salutations, expliqua Hugo alors qu'il s'installait. Il gère l'activation initiale du protocole, mais la gestion quotidienne incombe à des conseillers comme moi. Chloé hocha la tête. J'apprécie votre aide. Tout cela est très écrasant. Je ne peux qu'imaginer. Procédons étape par étape. Il ouvrit une chemise en cuir. D'abord, les questions pratiques. Votre suite est réservée pour 2 semaines, ce qui nous laisse le temps de trouver un logement plus permanent si vous le souhaitez. Une carte bancaire a été émise à votre nom, liée à un compte provisoire avec des fonds suffisants pour les besoins immédiats. Je ne sais même pas par où commencer, admit-elle. Hier, nous n'avions rien. C'est pour ça que je suis là, dit doucement Hugo.
Vous n'avez pas à tout comprendre d'un coup. Il marqua une pause, puis ajouta, « Si cela ne vous dérange pas, puis-je vous demander comment vous vous êtes retrouvé dans votre situation actuelle ?» La question était professionnelle, mais posée avec une sincérité palpable. Mon mari, Nicolas, était mécanicien. Un bon. Nous avions un petit appartement, des économies, des projets. Et puis, il y a 1 an et demi, une voiture l'a percuté alors qu'il rentrait du travail à moto. Chloé fit une pause, revivant la cascade de malheur. Les frais médicaux ont tout pris, même avec l'assurance. J'étais enceinte de Léo. Je travaillais comme secrétaire, mais l'entreprise a réduit ses effectifs juste après mon congé maternité. Sans indemnité. Elle se souvint de l'avalanche de désastres qui avait suivi. Les avis d'expulsion, la vente de la voiture, les déménagements dans des appartements de plus en plus miteux jusqu'à ce que même ceux-ci deviennent inabordables. Je n'ai plus de famille, à part les enfants. Des amis ont aidé au début, mais avec le temps, elle haussa les épaules, un geste qui englobait toutes les façons dont les relations s'effilochent sous le poids d'un besoin prolongé. Léo s'agita dans ses bras, et elle l'ajusta automatiquement. Son corps était à l'écoute de chacun de ses mouvements après des mois à être sa seule protection contre un monde hostile. Et avant que je m'en rende compte, nous étions à la rue. On essaie de rester propre, de paraître présentable pour les entretiens, mais elle se tut, incapable d'articuler pleinement le cercle vicieux de la vie sans abri. Comment chaque jour devient une focalisation sur la survie, comment les opportunités se réduisent jusqu'à disparaître. Hugo hocha la tête. Vous n'avez plus à survivre au jour le jour, Madame Moreau. Maintenant, vous pouvez respirer, vous pouvez planifier, vous pouvez vous reconstruire. Quelque chose dans ces mots, cette simple permission d'exister au-delà de la crise, perça l'engourdissement protecteur qui avait soutenu Chloé. Elle cligna rapidement des yeux, déterminée à ne pas pleurer lors de cette réunion d'affaires. Comme s'il sentait son émotion, Hugo changea de sujet en douceur. Parlons des options de logement. Préférez-vous rester en ville ou envisager la périphérie? Pendant l'heure qui suivit, Hugo la guida à travers les questions immédiates: logement, soins de santé, scolarisation pour Manon sans la submerger avec l'ampleur totale de son héritage. Il expliqua que la fiducie de son grand-père comprenait des stipulations spécifiques, une libération structurée des fonds basés sur le temps et les circonstances, des biens immobiliers déjà à son nom et des portefeuilles d'investissement conçus pour une stabilité à long terme. Le briefing complet peut attendre, l'assura Hugo. Pour l'instant, concentrez-vous sur l'établissement de la stabilité pour votre famille. Le reste viendra. À la fin de leur réunion, Hugo lui tendit une carte de visite avec son numéro de téléphone personnel manuscrit au dos. Appelez à toute heure, jour ou nuit. Ce n'est pas une simple courtoisie professionnelle. Je suis sérieux. Chloé le regarda, cet étranger qui lui parlait avec un respect qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Il y a quelques jours à peine, elle était invisible pour la plupart des gens. Pourquoi êtes-vous si gentil? Mon père est arrivé dans cette ville avec rien d'autre que l'espoir et la ténacité. Un acte de gentillesse d'un étranger a changé la trajectoire de sa vie. Notre famille n'a jamais oublié cette leçon. Il rassembla ses papiers, puis ajouta doucement, et puis, j'ai des enfants aussi. Je ne peux pas imaginer le courage qu'il vous a fallu pour les protéger à travers tout ce que vous avez vécu. Après le départ d'Hugo, Chloé resta dans le salon. La carte bancaire noire était posée sur la table devant elle. Un objet étranger qu'elle ne savait comment utiliser. Manon coloriait toujours tranquillement, et Léo sommeillait dans le creux de son bras. La première semaine fut un tourbillon de rendez-vous, de paperasse et d'acclimatation progressive à une nouvelle réalité. Chloé traversa chaque jour dans un état d'incrédulité prudente, s'attendant à chaque instant à ce que le rêve se brise, que quelqu'un annonce que tout cela n'était qu'une erreur monumentale. Mais le miracle tenait bon. La santé de Léo s'améliora de façon spectaculaire avec des soins médicaux appropriés. Manon fut inscrite dans une bonne école qui put l'accepter en milieu d'année, et Chloé entama le processus de reconquête de son identité, érodée par des mois de vie dans la rue. Des petits pas, comme une coupe de cheveux, de nouveaux vêtements qui lui allaient vraiment. Un bilan de santé qui révéla les ravages que des mois de malnutrition et de stress avaient causés à son corps. Pourtant, malgré ces changements positifs, Chloé hésitait à embrasser pleinement sa nouvelle situation. Elle utilisait la carte bancaire avec parcimonie, n'achetant que le strict nécessaire malgré les douces assurances d'Hugo que les fonds étaient les siens.
Elle déclinait les offres des agents immobiliers de visiter des appartements de luxe et des hôtels particuliers, se tournant plutôt vers des maisons modestes et pratiques dans des quartiers sur mais sans prétention. Vous valez ce que vous vous autorisez à avoir, remarqua Hugo lors d'une de leurs réunions régulières. La fiducie que votre grand-père a établie est conçue pour la sécurité et le confort, pas seulement pour la survie. Ça ne semble pas réel, admit-elle enfin. Et vous avez peur que si vous commencez à y croire, à vous y fier, ça disparaisse, conclut Hugo à sa place. Il ouvrit un dossier et sortit plusieurs vieilles photographies, les étalant sur la table. Elle montrait un homme âgé et élégant, Jean-Pierre Moreau dans ses dernières années, devant divers biens immobiliers et entreprises. Votre grand-père était remarquablement prévoyant, expliqua Hugo. Ses actifs ont pris de la valeur pendant des décennies. La fiducie est structurée avec de multiples couches de protection, diversifiées sur différents marchés. Il faudrait un effondrement financier mondial pour affecter de manière significative votre sécurité. Et même dans ce cas, il y a des garde-fous. Chloé étudia les photos, cherchant le grand-père qu'elle avait connu. Il n'a jamais eu l'air riche, murmura-t-elle. Il vivait dans une petite maison, conduisait une vieille Citroën 2CV, apportait son déjeuner au travail. D'après les documents de la fiducie, c'était un choix délibéré. Il croyait que la richesse devait être un outil, pas une identité. Hugo marqua une pause. Il y a autre chose que vous devriez voir. Il sortit un autre document, plus ancien que les autres. C'était une coupure de journal datant de 1951, montrant un Jean-Pierre beaucoup plus jeune faisant la queue pour du pain pendant ce qui ressemblait à un hiver rigoureux. Avant que ces investissements ne portent leurs fruits, votre grand-père a connu de près les privations, dit Hugo. La fiducie contient son journal personnel de cette période. Il y écrit sur le fait de dormir dans les gares, sur la honte particulière d'être ignoré, regardé à travers. Il comprenait ce que vous avez traversé, Madame Moreau. Probablement mieux que la plupart des gens. Chloé toucha doucement la photographie, une partie de la vie de son grand-père qu'elle n'avait jamais connue. Cela expliquait tant de choses. Sa frugalité, malgré sa richesse évidente, son insistance à traiter chaque personne avec respect, quelle que soit sa situation. Il a créé cette fiducie pour vous, mais aussi à cause de sa propre expérience, continua Hugo. La clause officielle d'activation, lorsqu'un descendant se trouve dans un état de dénuement avéré, était sa façon de garantir que l'aide arriverait précisément au moment où elle est le plus nécessaire mais inaccessible par les voies normales. Je ne sais toujours pas si je peux l'accepter, avoua Chloé. Accepter quoi, exactement? Précisa Hugo. Cette transformation. Vivre cette nouvelle vie. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un de nouveau, Madame Moreau. Vous êtes toujours la même femme qui a protégé ses enfants dans des circonstances impossibles, qui a trouvé le courage quand il y avait toutes les raisons de désespérer. La seule différence, c'est que vous avez maintenant des ressources à la hauteur de votre résilience. Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, Chloé se retrouva près des immenses fenêtres de la suite. La ville s'étendait devant elle, une toile de lumière et d'ombre. Quelque part dans ce paysage se trouvaient les endroits où ils avaient trouvé refuge, l'abri de bus où ils avaient passé leur dernière nuit désespérée, le passage souterrain où ils s'abritaient des averses, la bibliothèque municipale où ils cherchaient la chaleur pendant les heures d'ouverture. Le reflet de Chloé la regardait depuis la vitre, un fantôme suspendu entre deux mondes. Son téléphone bipa avec un message d'Hugo. Je prends juste de vos nouvelles. J'espère que tout va bien. N'oubliez pas, les petits pas sont aussi des progrès. Chloé se surprit à répondre honnêtement. J'ai du mal à concilier qui j'étais il y a une semaine avec qui je suis censé être maintenant. J'ai l'impression de trahir quelqu'un. Trahir qui? La femme qui a survécu contre toute attente? Elle mérite ce répit. Chloé ne répondit pas, mais le message résonna en elle alors qu'elle se préparait à dormir dans le lit luxueux. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, elle rêva de Nicolas. Pas de son accident, ni des conséquences dévastatrices, mais d'un matin ordinaire dans leur petit appartement. Il était près de la cuisinière, préparant des crêpes, fredonnant faux alors que le soleil inondait le linoléum usé. « Tu t'en sors bien, Chloé » disait-il, utilisant le surnom que lui seul employait. Elle se réveilla avec des larmes sur les joues, mais avec une étrange légèreté dans la poitrine, comme si quelque chose de très noué à l'intérieur commençait à se détendre. Le lendemain, Chloé prit une décision. Après avoir déposé Manon à sa nouvelle école,
elle demanda au chauffeur qu'Hugo avait organisé de la conduire à une adresse dans un quartier défavorisé de la ville. L'homme haussa un sourcil mais obtempéra sans commentaire. Le centre d'hébergement pour femmes était installé dans une ancienne salle des fêtes reconvertie. Sa façade était décrépite et digne. Chloé avait essayé 2 fois d'y obtenir une place pendant leur errance, mais il était toujours complet. Les listes d'attente s'étalaient sur des semaines. Derrière le bureau d'accueil, une femme à l'air épuisé leva les yeux avec la lassitude habituelle de quelqu'un qui a entendu toutes les histoires possibles. « En quoi puis-je vous aider ?»« Je cherche Valérie Fournier, » dit Chloé. « Elle est assistante sociale ici, je crois. »« Et vous êtes ?» ?»« Chloé Moreau. Elle a essayé de m'aider, moi et mes enfants, il y a quelques mois. »« Attendez ici. » Quelques minutes plus tard, une femme corpulente aux cheveux grisonnants sortit d'un bureau. « Chloé !»« Mon Dieu, je vous reconnais à peine. » Valérie la serra dans ses bras, une étreinte chaleureuse qui sentait la menthe et la lavande. « J'étais si inquiète. Vous avez manqué notre dernier rendez-vous. » Et quand j'ai vérifié les endroits habituels, elle se recula, examinant l'apparence transformée de Chloé. « Que s'est-il passé ? » C'est une longue histoire. Pouvons-nous parler quelque part en privé ? Dans le bureau exigu de Valérie Fournier, entouré de classeurs débordants et d'affiches de motivation, Chloé raconta les événements de la semaine passée. Valérie écouta, une stupéfaction croissante sur son visage, secouant la tête de temps en temps avec incrédulité. « Je fais ce travail depuis 27 ans, dit-elle à la fin. Je n'ai jamais rien entendu de tel. C'est un conte de fées. C'est pour ça que ça ne semble pas réel, avoua Chloé. Valérie tendit la main par-dessus le bureau et serra la sienne. Oh, c'est bien réel. Regardez-vous, vous reprenez déjà le poids que vous aviez perdu. Son expression devint pensive. Mais je comprends la désorientation. Un traumatisme et un changement soudain, même un changement positif, peuvent être incroyablement déstabilisants. Je ne sais pas comment être cette nouvelle personne, admit Chloé. Une femme avec un conseiller financier, un chauffeur et un avenir. On ne devient pas quelqu'un d'autre du jour au lendemain, dit Valérie. Vous êtes toujours Chloé, la femme de Nicolas, la mère de Manon et Léo, la femme qui a enduré l'insupportable avec dignité. Elle se pencha en avant. L'argent change les circonstances, pas le caractère. Ces mots faisaient écho à ce qu'Hugo avait tenté de lui faire comprendre. Mais venant de Valérie, qu'il avait connue à son point le plus bas, il sonnait plus vrai. Je veux aider, dit soudain Chloé. Le foyer, les femmes ici. Je veux faire quelque chose. C'est compréhensible. Beaucoup de gens qui ont traversé des épreuves veulent donner en retour une fois qu'ils sont sur pied. Mais Chloé, vous êtes encore en transition. Donnez-vous le temps de guérir avant de prendre en charge les problèmes des autres. Mais j'ai les ressources maintenant, insista Chloé. Se lancer dans la philanthropie sans avoir solidifié ses propres fondations, c'est comme construire une maison en commençant par le toit. Valérie sourit doucement. Installez-vous. Rétablissez-vous physiquement et émotionnellement. Trouvez vos repères dans cette nouvelle réalité, et ensuite nous parlerons de la manière dont vous pouvez aider le plus efficacement. Chloé reconnut à contre-cœur la sagesse de ce conseil. Alors qu'elle se préparait à partir, Valérie lui tendit une carte. C'est le docteur Sandrine Bernard, une psychologue spécialisée dans les traumatismes et les transitions de vie majeures. Elle travaille avec beaucoup de nos résidentes, mais aussi avec des personnes qui ont connu une richesse soudaine ou un changement de statut. Elle leva la main, anticipant l'objection de Chloé. Pensez-y simplement. Chloé glissa la carte dans son sac, promettant d'y réfléchir. En sortant du foyer, elle aperçut une silhouette familière recroquevillée dans une alcôve près de l'entrée. Une femme âgée, la peau burinée par les intempéries, vêtue d'un manteau usé de plusieurs tailles trop grand pour son corps frêle. Monique ? Chloé s'approcha. La femme leva les yeux, son regard trouble se plissant avant qu'une lueur de reconnaissance ne passe. Chloé ? C'est bien toi ? Mon Dieu, tu as changé de tête. Son regard devint suspicieux. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu as trouvé un pigeon plein aux as ? Chloé sourit malgré elle. La franchise de Monique avait été un étrange réconfort lors de leur brève rencontre dans la rue.
La vieille femme avait partagé de la nourriture et des conseils avec une égale franchise, montrant à Chloé quelles toilettes publiques étaient les plus sûres et quels commerçants pouvaient donner le pain de la veille sans appeler la police. Pas de pigeon, répondit Chloé en s'accroupissant à côté de Monique. Juste un coup de pouce inattendu du destin. Ben, un sacré coup de pouce. Tu as l'air d'avoir bien mangé. Tu attends une place ici? J'essaie depuis 3 jours, toujours complet. Mais la fille à l'accueil me laisse m'asseoir à l'intérieur quand il fait trop froid. Monique se serra plus fort dans son manteau, ses mains osseuses serrant ses épaules. Viens avec moi, dit soudain Chloé. Je peux t'aider. Monique la regarda avec méfiance. Aider comment? Je prends pas la charité. Ce n'est pas la charité, insista Chloé. C'est un remboursement. Tu as partagé ta nourriture avec nous quand nous n'avions rien. Tu m'as montré où réchauffer Léo quand il était malade. C'est juste de la décence humaine, grommela Monique, bien qu'elle semblât satisfaite de la reconnaissance. Exactement, acquiesça Chloé. Il fallut encore un peu de persuasion, mais Monique accepta finalement de venir avec Chloé, bien qu'elle maugréa avec scepticisme tout le trajet jusqu'à l'hôtel. Une fois sur place, Chloé lui fit préparer une chambre à un autre étage, sentant que Monique serait plus à l'aise avec une certaine indépendance, et commanda immédiatement un repas en chambre pour elle. Juste pour quelques jours, promit Chloé alors que Monique protestait, le temps qu'on trouve quelque chose de plus permanent. Plus tard dans la journée, Chloé rencontra Hugo dans le restaurant de l'hôtel. Il écouta sans jugement tandis qu'elle racontait sa visite au foyer et sa décision impulsive d'aider Monique. « Je ne suis pas surpris, dit-il. La compassion coule souvent plus facilement de ceux qui ont connu son absence. Valérie a dit que je devrais d'abord me concentrer sur la stabilisation de ma propre situation, avoua Chloé. Il y a de la sagesse dans cette approche, mais de petits actes de bonté en cours de route ne détournent pas nécessairement de l'objectif principal. Il sourit. Le journal de votre grand-père mentionne que même dans ses moments les plus difficiles, il partageait parfois le peu qu'il avait. Il croyait que la générosité n'était pas un luxe de riche, mais une pratique qui préserve notre humanité dans les moments difficiles. Je pense que je vais acheter cette maison rue des Tilleuls, dit-elle, changeant de sujet. Celle avec le petit jardin. Elle est proche de l'école de Manon et elle semble gérable. Excellent choix, approuva Hugo. Modeste mais confortable, un quartier sûr avec de bonnes commodités. Je contacterai l'agent immobilier dès aujourd'hui. Tandis qu'Hugo exposait le processus d'achat, Chloé sentit un changement subtil en elle. La première acceptation timide que cette nouvelle réalité pourrait en fait être durable. Elle n'était pas encore prête à l'embrasser pleinement, à faire confiance à sa permanence, mais elle commençait à imaginer un avenir au-delà de la survie immédiate. Ce soir-là, en aidant Manon avec ses devoirs, Chloé remarqua que sa fille la regardait avec une gravité inattendue. « Maman, est-ce que ça va aller, maintenant ?»« Oui, mon trésor, » dit fermement Chloé, serrant sa fille contre elle. « Tu le promets ?» insista Manon. « Je le promets, » chuchota TL. Et pour la première fois, elle y croyait vraiment elle-même. La maison de la rue des Tilleuls ne ressemblait en rien aux appartements de luxe qu'Hugo lui avait initialement montrés. C'était une modeste maison à 2 étages avec un petit jardin clôturé. Elle avait le charme habité d'un lieu où des souvenirs avaient été créés. « Elle est parfaite », déclara Chloé au moment où elle franchit le seuil. Manon partit immédiatement explorer, sa voix excitée résonnant dans les pièces tandis que Léo rampait avec détermination à travers le salon ensoleillé. Hugo haussa un sourcil. « Vous réalisez qu'avec vos ressources, vous pourriez acheter presque n'importe quelle propriété en ville. »« Celle-ci ressemble à un foyer, » répondit Chloé. Le processus d'achat se déroula avec une rapidité stupéfiante, accélérée par un paiement comptant et la gestion efficace d'Hugo. 2 semaines après leur première visite, Chloé se tenait dans le salon vide, les clés à la main. Le soleil de l'après-midi dessinait des motifs à travers les rideaux en dentelle laissés par les anciens propriétaires. « Et maintenant ?» demanda Manon en tournoyant dans l'espace vide. « On va dormir par terre ?» Chloé rit, un son qui devenait moins rouillé chaque jour. « Non, mon trésor. Maintenant, on va en faire notre maison. » Ils commencèrent modestement. Des lits et des meubles essentiels furent livrés le jour même. Les produits de première nécessité pour la maison furent achetés lors d'une virée quelque peu écrasante dans un centre commercial. Hugo avait également organisé une voiture,
pas la berline de luxe qu'il avait suggérée, mais un Renault Kangoo pratique avec de bonnes notes de sécurité, que Chloé pouvait conduire elle-même. Ce premier jour au volant de sa nouvelle voiture, Chloé se retrouva à conduire sans but à travers la ville, retraçant la géographie de leur lutte. À un feu de circulation près de la périphérie du centre-ville, Chloé aperçut une silhouette familière. Une amie de Monique, Clara, une adolescente en fugue qui avait parfois gardé Léo quand Chloé devait se rendre à des rendez-vous administratifs ou à des entretiens. La jeune fille était mince, sa posture méfiante. Elle marchait à grands pas sur le trottoir, jetant des regards par-dessus son épaule. Sans prendre de décision consciente, Chloé se gara et l'appela. L'adolescente se figea, puis se retourna lentement. Son expression était incrédule jusqu'à ce que la reconnaissance s'illumine. « Chloé !»« Waouh ! C'est vraiment toi ?» ?»« Monte !» offrit Chloé, déverrouillant la portière passager. Clara hésita, ses instincts de survie affûtés par la rue luttant avec le souvenir de la gentillesse passée. Finalement, elle se glissa sur le siège passager, passant immédiatement ses mains sur la sellerie propre avec une admiration non dissimulée. « Putain, tu as fait du chemin », remarqua-t-elle, évaluant l'apparence améliorée de Chloé. « Monique a dit que tu avais gagné au loto ou un truc du genre, mais je pensais qu'elle déconnait. »« Pas exactement le loto », répondit Chloé. « Mais oui, les choses ont changé. »« Où vas-tu ?»« Nulle part en particulier. J'essaie juste de semer ce connard de Kevin du centre d'accueil de la rue des Lavandes. Il me suit depuis ce matin. » Chloé fronça les sourcils. « Kevin, le coordinateur des bénévoles ? » Ouais. Il offre un logement séparé aux filles si elles sont assez reconnaissantes. Clara mima des guillemets en l'air. Il a commencé à me draguer lourdement la semaine dernière quand je suis allé prendre une douche. Une colère froide s'installa dans la poitrine de Chloé, une fureur protectrice qui lui parut vivifiante après des mois de soumission impuissante aux circonstances. Il t'a fait du mal ? Je suis trop rapide pour ça. Clara tenta de faire preuve de bravade, mais maintenant il connaît tous mes coins. C'était plus dur de le semer aujourd'hui. Tu viens à la maison avec moi. Quoi ? Non, c'est bon, j'ai pas besoin, j'ai une chambre d'amis, de l'eau chaude et de la nourriture. Reste le temps que cette histoire avec Kevin se tasse ou que tu trouves mieux. Pourquoi tu ferais ça ? On se connaît à peine. Parce que quelqu'un m'a aidé quand j'en avais besoin. Maintenant, je peux t'aider. Elle marqua une pause, puis ajouta plus légèrement, et puis, tu t'entendais bien avec Léo. J'ai parfois besoin d'une babysitter. Bon, peut-être pour un jour ou deux, concéda Clara, sa résistance attendue. Mais je prends pas la charité. Chloé sourit. Ce n'est pas la charité. C'est de la décence humaine. Le temps qu'elles arrivent à la maison de la rue des Tilleuls, Manon était ravie à l'idée d'avoir une invitée, et Léo semblait se souvenir de Clara, tendant les bras vers elle avec un gazouillis joyeux. Tu peux rester aussi longtemps que nécessaire, l'assura Chloé en lui montrant la petite chambre qu'il n'avait pas encore meublée. On ira acheter ce dont tu as besoin demain. Cette nuit-là, avec Clara en sécurité dans la chambre d'amis et ses enfants endormis, Chloé s'assit à sa nouvelle table de cuisine et ouvrit son ordinateur portable. Un autre achat récent qui lui semblait encore vaguement illicite après des mois à utiliser les ordinateurs publics de la bibliothèque. Elle commença à chercher des informations sur Kevin du centre d'accueil de la rue des Lavandes et découvrit des schémas troublants dans des critiques et des commentaires anonymes qui corroboraient l'histoire de Clara. Le lendemain, Chloé appela Valérie Fournier. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose », expliqua-t-elle. « Il y a un bénévole au centre d'accueil de la rue des Lavandes, un certain Kevin, qui harcèle de jeunes femmes. Malheureusement, ça ne me surprend pas. Le directeur là-bas est connu pour être laxiste sur les vérifications d'antécédents. Nous avons eu plusieurs résidentes avec des plaintes similaires, mais sans signalement officiel, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Que faut-il pour un signalement officiel ? Des incidents documentés, des témoignages, un schéma de comportement. Des preuves suffisamment solides pour que le conseil d'administration ne puisse pas les ignorer sans risquer sa responsabilité. Valérie marqua une pause. Pourquoi tu demandes ? Quelqu'un que tu connais a été pris pour cible ? Oui, répondit Chloé, regardant par la fenêtre où Clara jouait avec Manon dans le jardin. Rassembler des preuves prend du temps, prévint Valérie. Et beaucoup de victimes hésitent à se manifester, surtout celles qui sont en situation de vulnérabilité.
Je comprends, dit Chloé. Un plan se formait déjà dans son esprit. Au cours de la semaine suivante, Chloé travailla méthodiquement. Avec la coopération prudente de Clara et les conseils de Valérie, elle prit contact avec d'autres jeunes femmes qui avaient eu des démêlés avec Kevin. Utilisant les ressources de sa fiducie, elle engagea un détective privé pour documenter le schéma de comportement de l'homme, la manière dont il ciblait systématiquement les résidentes vulnérables du foyer. Elle organisa un logement temporaire sûr pour celles qui étaient prêtes à témoigner, s'assurant qu'elles ne subiraient pas de représailles. Lorsque les preuves furent rassemblées en un dossier accablant sur un comportement prédateur qui durait depuis au moins 2 ans, Chloé ne s'adressa pas directement au directeur apathique du foyer. Au lieu de cela, elle contacta simultanément le conseil d'administration et les principaux donateurs, présentant les preuves avec un ultimatum clair, régler la situation immédiatement ou faire face à une exposition publique et à d'éventuelles poursuites judiciaires. Kevin fut démis de ses fonctions et le dossier transmis à la police. Le directeur qui l'avait couvert fut mis en congé administratif en attendant un examen. Et Chloé, travaillant en coulisses par l'intermédiaire de Valérie, aida à mettre en place de nouveaux protocoles de sécurité et des mécanismes de plainte pour les résidents du foyer. Vous êtes une force de la nature quand vous vous fixez un objectif, remarqua Hugo lors de leur réunion hebdomadaire. Votre grand-père serait fier. Chloé sentit une lueur de satisfaction. C'est une petite chose, vraiment. Le système est toujours défaillant à bien des égards. Mais les changements significatifs commencent souvent par de petites actions ciblées comme celle-ci. Il la regarda pensivement. Vous trouvez vos repères dans cette nouvelle réalité, n'est-ce pas? Elle ne pouvait le nier. Le mois écoulé avait apporté un changement progressif dans la façon dont elle se percevait, elle et sa situation. Le choc paralysant avait laissé place à une acceptation prudente, puis à un sentiment croissant de détermination. La fiducie n'était plus seulement un sauvetage miraculeux. Elle devenait un outil, un moyen de créer le changement qu'elle était auparavant impuissante à effectuer. Chloé commença à utiliser ses ressources avec plus d'assurance, non pas de manière extravagante, mais avec détermination. Elle inscrivit Manon à des cours de natation, engagea une nounou à temps partiel pour l'aider avec Léo pendant qu'elle consacrait du temps à comprendre toute l'étendue de son héritage. Elle prit même son premier rendez-vous avec le docteur Sandrine Bernard, la psychologue que Valérie lui avait recommandée. La maison de la rue des Tilleuls devenait un foyer. Les meubles remplissaient les pièces, confortables plutôt qu'ostentatoires. Des photos apparurent sur les murs, certaines sauvées d'un garde-meuble que Chloé n'avait pas pu payer pendant sa période d'errance. D'autres, nouvelles, capturant un nouveau départ. La cuisine était pleine de nourriture. Mais plus important encore, Chloé commença à prendre un chemin différent chaque jour. Non pas pour retracer la géographie de leurs épreuves, mais pour chercher ceux qui étaient encore piégés dans des circonstances similaires. Un soir, en rentrant de chez Monique, qui était maintenant installée dans une maison de retraite avec l'aide de Chloé, elle remarqua une femme âgée recroquevillée à un arrêt de bus, entourée de sacs en plastique qui semblaient contenir toutes ses possessions. Le visage de la femme était familier. Il fallut un instant à Chloé pour se souvenir. Au cours de leur dernière semaine dans la rue, cette femme avait partagé avec Chloé un sac de légumes secs alors que Léo pleurait de faim. Sans réfléchir, Chloé s'arrêta et s'approcha de la femme. « Excusez-moi, vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais vous m'avez aidé, moi et mon petit garçon, il y a quelques mois près de l'église Saint-Pierre. Vous nous avez donné un sac de légumes secs. » La jolie fille avec les 2 petits. « Tu as meilleure mine, ma chère. » Chloé sourit. « Oui, les choses se sont arrangées pour nous. Et j'aimerais vous aider maintenant, si vous me le permettez. Je prends pas la charité. Ce n'est pas la charité. C'est de la décence humaine. Personne ne m'a aidé quand j'en avais le plus besoin, sauf vous. On n'oublie pas ce genre de gentillesse. » Il fallut de la persuasion, mais la femme, qui se présenta comme Bernadette, accepta finalement l'offre de Chloé d'un coupon pour un hôtel et un repas. Assises ensemble dans un bistrot, Bernadette raconta son histoire, une crise médicale, une assurance qui ne couvrait qu'une fraction des coûts, un fils adulte travaillant à l'étranger qui ne connaissait pas sa situation. « J'ai travaillé 42 ans, dit Bernadette. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans cette situation. »« Je vous comprends parfaitement, » répondit Chloé, et ses mots portaient le poids d'une véritable empathie. Parfois, les systèmes qui sont censés nous protéger nous laissent tomber. Mais cela ne définit pas votre valeur. Avant de se séparer,
Chloé organisa une rencontre entre Bernadette et Valérie au centre pour femmes. Le premier pas vers des solutions plus permanentes. Sur le chemin du retour, Chloé réalisa que pour la première fois depuis qu'elle avait reçu son héritage, elle se sentait vraiment en phase avec son objectif. Son grand-père n'avait pas voulu que la fiducie soit simplement un filet de sécurité pour sa famille. Il voulait qu'elle étende cette même compassion aux autres. Ce soir-là, en couchant Manon, sa fille posa une question inattendue. « Maman, on est riche, maintenant ?» Chloé réfléchit soigneusement à sa réponse. « Nous avons assez, dit-elle enfin. Plus qu'assez. Et avec cela vient une responsabilité. »« Comme Spider-Man ?» demanda sérieusement Manon. « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » Chloé rit doucement. « Quelque chose comme ça. Cela signifie que nous devons nous souvenir de ce que c'était avant, et aider les autres quand nous le pouvons. » Manon hocha la tête solennellement. « Je me souviens. Parfois, ça faisait peur. » Elle marqua une pause. « Mais tu m'as toujours fait me sentir en sécurité. » Cette simple observation, la reconnaissance par sa fille de la façon dont Chloé s'était battue désespérément pour les protéger même dans les moments les plus sombres, lui amena des larmes inattendues aux yeux. « J'ai essayé, mon trésor. »« Tu as réussi, maman, » déclara Manon. « Et maintenant, on peut aider d'autres gens à réussir aussi. » Plus tard, assise sur la terrasse arrière de la maison avec une tasse de tisane, Chloé regarda les lucioles commencer leur danse du soir au-dessus du petit jardin. Pour la première fois depuis longtemps, plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, elle ressentit une paix véritable. Pas l'engourdissement épuisé qui l'avait soutenu pendant sa vie sans abri, mais une certitude tranquille qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. La voie à suivre devenait plus claire. Elle continuerait à assurer la stabilité de sa famille, mais elle étendrait aussi cette stabilité aux autres, là où elle le pourrait. C'était ce que papy Jean-Pierre aurait voulu. C'était peut-être ce qu'elle avait besoin de faire depuis le début pour accepter vraiment ce cadeau. Comme s'il était invoqué par ses pensées, son téléphone bipa avec un message d'Hugo. Bonne nouvelle. Le fonds d'éducation pour Manon est officiellement établi, et la fiducie médicale familiale est finalisée. Vous construisez quelque chose de durable, Madame Moreau. Elle sourit à son timing parfait. Merci pour tout, répondit-elle. Je commence enfin à sentir que c'est réel. Ça l'a toujours été, fut la réponse immédiate. C'est juste vous qui rattrapez la réalité. L'article parut dans les pages économiques du journal de la ville un mardi matin. Une femme mystérieuse débloque une fiducie héréditaire de plusieurs centaines de millions. Bien que l'article ne nomma pas Chloé, les détails étaient suffisamment spécifiques pour qu'elle soit reconnaissable. Une ancienne mère sans abri de 2 enfants, une fiducie dormante depuis des décennies activée par une vérification biométrique, l'héritière d'une fortune bancaire sortie de la misère. Chloé le lut quand Hugo l'appela, sa voix habituellement calme empreinte d'inquiétude. « Avez-vous vu les pages économiques aujourd'hui » demanda-t-il. « Non, » répondit Chloé. « Je viens juste de déposer Manon à l'école. » Que se passe-t-il ? Quelqu'un à la banque a divulgué l'activation de la fiducie. L'article ne vous nomme pas, mais il contient suffisamment de détails pour que toute personne connaissant la situation puisse vous identifier. À quel point est-ce grave ? Pas une catastrophe, l'assura Hugo. Le journaliste l'a présenté comme une histoire d'intérêt humain. De la misère à la richesse, un héritage caché, ce genre de choses. Mais cela signifie que votre vie privée est dans une certaine mesure compromise. Chloé ferma les yeux, absorbant cette nouvelle secousse dans sa vie si soigneusement reconstruite. Les 2 derniers mois avaient apporté une stabilité fragile en laquelle elle commençait à peine à avoir confiance. Une maison confortable, une routine pour les enfants, de petits pas significatifs pour utiliser ses ressources afin d'aider les autres. La perspective de l'attention publique menaçait cet équilibre délicat. « Que faisons-nous » demanda-t-elle. « Rien de radical pour l'instant, » conseilla Hugo. « L'article ne contient ni votre adresse ni vos photos, mais préparez-vous à une attention accrue. Les journalistes pourraient commencer à creuser, essayant d'établir votre identité de manière plus concrète. » Après avoir raccroché, Chloé alla chercher le journal sur son perron. L'article était plus petit qu'elle ne l'avait craint, un quart de page dans la section économique, mais ses implications semblaient immenses. Énigme bancaire, une mère sans abri active une fiducie dormante de plusieurs centaines de millions,
titrait le journal. Le texte décrivait en termes généraux comment une femme non identifiée avait présenté une carte d'accès métallique inhabituelle à la Banque de la Loire, déclenchant des protocoles inédits depuis des décennies. Une source anonyme à la banque qualifiait cela de « conte de fées » et spéculait sur la localisation actuelle de la femme et ses projets futurs. Le dernier paragraphe fut celui qui troubla vraiment Chloé. Des sources proches de la direction de la banque indiquent que des questions ont été soulevées concernant la procédure de vérification utilisée pour confirmer l'identité de la femme. Certains expriment leur scepticisme quant à l'activation sans précédent d'une fiducie héréditaire aussi importante. À midi, l'histoire avait été reprise par les chaînes de télévision locales et plusieurs publications en ligne, chacune ajoutant ses propres embellissements spéculatifs. Le téléphone de Chloé commença à sonner avec des appels de numéros inconnus. Des journalistes, supposa-t-elle, qui avaient réussi à relier suffisamment de points pour la trouver. Elle les laissa tous aller à la messagerie vocale. Clara, qui était devenue un membre quasi permanent de la famille au cours des 2 derniers mois, sentit immédiatement l'attention de Chloé à son retour de ses cours de préparation aux examens. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle. « On dirait que quelqu'un est mort. » Chloé lui tendit le journal. « Mon anonymat, peut-être. » Clara parcourut l'article. « C'est la merde. Quelqu'un à la banque a balancé tes infos. » Elle leva brusquement les yeux. « Tu penses que ça va poser des problèmes ?» « Je ne sais pas, » admit Chloé. Hugo dit de continuer comme si de rien n'était. « Mais ton instinct te dit de te préparer au pire, » termina Clara. « Comment je peux aider ?» Chloé sentit une vague de gratitude pour cet allié inattendu. « Aide-moi à faire en sorte que les enfants ne soient pas affectés. Manon n'a pas besoin de savoir ça pour l'instant. »« Ça marche, » dit Clara. « Je peux aller la chercher à l'école aujourd'hui si tu dois t'occuper de ces conneries de banque. » Les conneries de banque s'intensifièrent le lendemain matin quand Hugo se présenta chez elle, inhabituellement échevelé. Son costume habituellement impeccable était légèrement froissé, des cernes sous les yeux. « Nous avons un problème, » annonça-t-il. Jacques Lefebvre, notre vice-président exécutif de la gestion d'actifs, a lancé une enquête interne sur l'activation de la fiducie. Chloé posa sa tasse de café. Quel genre d'enquête ? La fiducie est légitime. Vous avez dit que la vérification était infaillible. Elle l'est, confirma Hugo. Mais Lefebvre est motivé par la politique. Il vise le poste de président de la banque depuis des années, et il utilise votre cas pour se faire remarquer. Il hésita, puis ajouta à contre-cœur, il insinue que les protocoles appropriés n'ont pas été suivis. Plus précisément, que la vérification biométrique aurait pu être compromise. Il dit que je suis une fraudeuse, traduisit Chloé. Essentiellement, oui. Hugo reposa sa tasse avec un mouvement précis. Il insinue que vous auriez pu voler la carte d'accès ou manipuler le système de vérification d'une manière ou d'une autre. C'est absurde, bien sûr, le système a de multiples couches de sécurité, mais il sème suffisamment de doutes pour justifier un examen complet. L'esprit de Chloé s'emballa vers les pires scénarios. La fiducie gelée, leur maison perdue, les enfants à nouveau confrontés à l'instabilité. Peut-il vraiment annuler l'activation ? Pas sans une preuve substantielle de fraude, qui n'existe pas. Mais il peut rendre les choses difficiles à court terme. Il a déjà fait pression sur le comité de gestion des fiducies pour restreindre temporairement l'accès à certains actifs en attendant la fin de son examen. Pourquoi ? Demanda Chloé. Pourquoi me cible-t-il ? Je me pose la même question. La publicité est logique, le fait de vous mettre sous les feux des projecteurs, mais l'intensité de sa concentration semble personnelle. A-t-il pu connaître mon grand-père ? Une vieille rivalité commerciale ou une rancune ? Je vais enquêter là-dessus, promit Hugo. Votre grand-père était assez actif dans certains cercles d'investissement il y a des décennies. Il n'est pas impossible qu'il y ait un lien. Que faisons-nous en attendant ? M. Dubois a déjà soumis la documentation formelle du processus de vérification. Je rassemble des preuves supplémentaires de votre identité et de votre lien de parenté avec Jean-Pierre Moreau. Il se pencha en avant. Et si cela peut vous rassurer, nous pourrions envisager un test ADN pour établir définitivement la lignée. C'est excessif, mais cela ajouterait une couche de protection. Organisez-le. Je veux que cette affaire soit réglée le plus vite possible.
Les jours suivants apportèrent une nouvelle réalité inconfortable. Des journalistes commencèrent à apparaître au bout de la rue de Chloé, la forçant à garder les enfants à l'intérieur plus que d'habitude. Les appels anonymes sur son téléphone se multiplièrent, certains simplement curieux, d'autres effroyablement hostiles. Des inconnus laissaient des messages remettant en question son droit à une richesse, non gagnée, ou faisant des suppositions grossières sur la façon dont une femme sans abri avait pu accéder à des millions. La pression commença à se faire sentir. Chloé se surprenait à sursauter au moindre bruit inattendu, à vérifier les serrures à plusieurs reprises, retombant dans les schémas d'hypervigilance de ses mois de vie dans la rue. Les cauchemars revinrent, des rêves où ils étaient jetés à nouveau à la rue, où Léo était emmené par les services sociaux, où elle se tenait devant un tribunal de banquiers qui la déclarait indigne de l'héritage de son grand-père. Le docteur Sandrine Bernard, la psychologue que Chloé voyait régulièrement depuis son installation, identifia les signes immédiatement lors de leur séance hebdomadaire. Vous avez une réaction traumatique, nota T.L. Votre sentiment de sécurité a de nouveau été menacé, ce qui déclenche les mêmes mécanismes de défense qui vous ont aidé à survivre pendant votre période d'errance. Mais ce n'est pas la même chose, protesta Chloé. Nous avons une maison, des ressources. Même si ce Lefebvre pose des problèmes, nous ne sommes pas en danger immédiat. Votre esprit rationnel le sait, admit le docteur Bernard. Mais votre système nerveux est encore en train de guérir d'une instabilité prolongée. Il bascule par défaut en mode d'alerte élevé au premier signe de menace. Cette perspective aida, mais la réalité pratique de l'enquête de Lefebvre restait un poids constant. Hugo venait quotidiennement, apportant des mises à jour et élaborant des stratégies for leur réponse. Stéphane Dubois, le banquier chevronné qui avait le premier validé la demande de Chloé, devint un allié inattendu, fournissant des déclarations sous serment détaillées confirmant la légitimité de l'activation de la fiducie. Le tournant arriva 10 jours après le début de la crise, quand Hugo arriva, l'air à la fois inquiet et triomphant. « J'ai trouvé le lien », annonça-t-il en étalant des documents sur la table de la cuisine de Chloé. Le père de Jacques Lefebvre, Pierre Lefebvre, était un rival commercial de votre grand-père dans les années 60. Ils se disputaient les mêmes opportunités d'investissement, en particulier dans les technologies émergentes. Chloé examina les coupures de journaux jaunis et les documents d'entreprise qu'Hugo avait dénichés. C'est donc personnel, après tout. Pierre Lefebvre a perdu une opportunité majeure au profit de votre grand-père en 1968. L'investissement initial qui est finalement devenu la pierre angulaire de la fortune des Moreau. La famille Lefebvre ne s'en est jamais complètement remise, ni financièrement ni en termes de réputation. Jacques a grandi avec l'amertume de son père comme toile de fond constante. Alors, il m'utilise pour régler de vieux comptes, conclut Chloé. Essentiellement, oui. Hugo rassembla les documents dans sa mallette. Mais ce contexte nous donne un levier. Il expose son enquête comme une vendetta personnelle, et non comme une diligence professionnelle. 2 jours plus tard, Chloé se retrouva dans la salle de réunion lambrissée du siège de la Banque de la Loire, face au comité de gestion des fiduciaires, pour la première fois, à Jacques Lefebvre lui-même. Il était plus âgé qu'elle ne l'avait imaginé, la soixantaine bien entamée, avec une expression de mépris calculée lorsqu'elle entra. Hugo et Stéphane l'encadraient comme des gardiens protecteurs. Sur la table devant eux se trouvaient les résultats de son test ADN, confirmant de manière irréfutable son lien de parenté avec Jean-Pierre Moreau, ainsi que son acte de naissance, des photos de famille et d'autres documents. Madame Moreau, commença la présidente du comité, Catherine Dubois, une femme élégante dans la cinquantaine. Nous vous remercions d'avoir accepté cet examen extraordinaire. Je tiens à vous assurer que la nature inhabituelle de cette réunion ne reflète aucune position institutionnelle concernant votre demande. Avec tout le respect que je vous dois, Madame la Présidente, interrompit Jacques Lefebvre, la nature de cette demande justifie un examen extraordinaire. Une femme sans abri, sans antécédents bancaires, apparaît soudainement avec un ancien dispositif d'accès, revendiquant une fortune dormante depuis des décennies. Il étendit les mains dans un geste de fausse raisonnabilité. Vous comprenez sûrement pourquoi des questions peuvent se poser. Je comprends parfaitement, monsieur Lefebvre, répondit Chloé, sa voix ferme malgré la colère qui battait en elle. Je comprends que vous utilisez la situation de ma famille pour poursuivre une vendetta qui a commencé avant ma naissance. C'est une accusation assez dramatique, Madame Moreau, dit-il. Peut-être que vos circonstances difficiles vous ont rendu sujette aux théories du complot. Lefebvre contre Moreau, 1968, dit Chloé distinctement, regardant la suffisance s'effacer du visage de Lefebvre.
L'opportunité d'investissement Alphatech. Votre père a tout perdu parce que mon grand-père a vu un potentiel là où il ne voyait qu'un risque. Elle se pencha légèrement en avant. Il ne s'agit pas de protéger la banque contre la fraude. Il s'agit de la rancune de votre famille contre la mienne. Le regard de la présidente devint vif et intéressé. Monsieur Lefebvre, y a-t-il un lien personnel que vous n'avez pas divulgué en lançant cet examen? Une histoire ancienne, balaya Lefebvre, bien que sa confiance se fût visiblement érodée, totalement sans rapport avec les questions actuelles. Je ne suis pas d'accord, intervint Stéphane Dubois, des décennies d'autorité institutionnelle évidentes dans son ton. Un conflit d'intérêts non divulgué compromet l'ensemble de l'enquête. Il désigna la documentation devant eux. Après cela, la réunion se déroula avec une efficacité clinique, les objections de Lefebvre devenant de plus en plus faibles sous le poids des preuves et de sa partialité désormais exposée. À la fin, le comité non seulement réaffirma le droit de Chloé à la fiducie moraux, mais présenta également des excuses formelles pour le stress inutile causé par cet excès de procédure. En rassemblant ses affaires pour partir, Chloé se retrouva face à Jacques Lefebvre dans le couloir. Sans public, son masque de préoccupation professionnelle tomba, remplacé par une hostilité non dissimulée. « Ce n'est pas fini, dit-il à voix basse. Le vieil homme a peut-être surpassé mon père, mais on ne se débarrasse pas de moi si facilement. Mon grand-père a construit tout cela pour que des gens comme vous ne puissent pas détruire sa famille, répliqua-t-elle. Il s'est préparé pour ce moment précis, monsieur Lefebvre. Pendant que votre famille nourrissait des rancunes, la mienne construisait des défenses. Elle le dépassa pour rejoindre Hugo et Stéphane, qui attendaient près des ascenseurs. Alors que les portes se fermaient, les coupant de la vue de Lefebvre, Chloé laissa enfin son sang-froid se relâcher légèrement. « Vous avez été magnifique, dit Stéphane. Votre grand-père aurait été fier. Lefebvre n'acceptera pas cette défaite avec grâce, prévint Hugo. Il continuera très probablement à poser des problèmes, bien que de manière moins ouverte maintenant que son conflit d'intérêts a été révélé. Chloé hocha la tête. Alors, nous serons prêts, dit-elle. J'ai affronté pire qu'un banquier en colère à l'ego meurtri. Plus tard ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, Chloé s'assit sur la terrasse arrière, regardant les mêmes étoiles qui avaient été témoins du voyage de sa famille, de la misère à la sécurité. La confrontation avec Lefebvre avait été épuisante, mais aussi vivifiante. Elle avait fourni une validation externe de son droit à l'héritage que son grand-père avait laissé. Pour la première fois, elle s'autorisa à penser à l'avenir, non seulement en termes de stabilité immédiate, mais en termes d'impact à long terme. Que ferait-elle de cet héritage au-delà d'assurer le bien-être de sa famille? Comment pourrait-elle honorer la vision de son grand-père tout en créant la sienne? 6 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation avec Jacques Lefebvre. Les retombées avaient été moins dramatiques que Chloé ne l'avait craint. Lefebvre lui-même avait été discrètement démis de ses fonctions à la Banque de la Loire à la suite d'un examen éthique interne. L'intérêt des médias avait brièvement augmenté après que le test ADN eut définitivement confirmé la lignée de Chloé, puis s'était estompé à mesure que des scandales plus récents captaient l'attention du public. La vie s'était installée dans ce que Chloé acceptait prudemment comme leur nouvelle normalité. Manon avait terminé son premier semestre complet dans sa nouvelle école, s'épanouissant sur les plans académiques et sociaux avec une résilience qui amenait parfois des larmes aux yeux de Chloé. Léo, qui marchait maintenant avec assurance et commençait à prononcer des mots, ne montrait aucun signe de ses problèmes de santé antérieurs, son pédiatre s'émerveillant de son développement, déclarant lors de son dernier examen qu'il avait complètement rattrapé son retard, un raccourci médical pour le miracle de la capacité des enfants à surmonter les privations précoces avec des soins appropriés. Et Chloé elle-même avait subi une transformation qui allait au-delà de ses circonstances extérieures. Le choc et l'incrédulité paralysants avaient laissé place à une acceptation déterminée. Elle ne se sentait plus comme une usurpatrice dans sa propre vie, un sentiment que le docteur Bernard l'avait aidé à identifier comme une culpabilité de survivant, le sentiment irrationnel qu'elle ne méritait pas de prospérer alors que d'autres restaient dans les circonstances dont elle s'était échappée. On honore ceux qui luttent encore non pas en diminuant sa propre bonne fortune, mais en l'utilisant de manière significative, avait remarqué le docteur Bernard lors d'une de leurs séances. Cette prise de conscience était devenue un principe directeur alors que Chloé développait une relation plus intentionnelle avec son héritage. Sous la direction d'Hugo, elle développa une approche structurée de la philanthropie. Non pas des gestes publics grandioses qui attireraient une attention non désirée, mais des interventions stratégiques dans des domaines qu'elle comprenait intimement.
Elle finança une extension des services au centre d'hébergement pour femmes où travaillait Valérie, créa un programme de secours médical pour les familles confrontées à des factures catastrophiques, et établit une initiative de logement de transition conçue spécifiquement pour aider les familles à sortir de la rue. Tous ces efforts fonctionnaient discrètement, sans que le nom de Chloé soit attaché. Elle ne désirait ni reconnaissance ni gratitude, seulement de tendre aux autres la même corde de sauvetage que son grand-père lui avait fournie. Chloé avait placé une photo spéciale sur sa table de chevet, celle de son papy Jean-Pierre dans ses dernières années, les cheveux blancs et l'air distingué. Certains soirs, lorsque la maison était calme et les enfants endormis, elle lui parlait doucement. « Tu as cru en moi quand je ne croyais plus en moi-même », chuchota-t-elle un soir. « J'essaie de te rendre fier. » Les changements s'étaient étendus au-delà de la famille immédiate de Chloé. Clara avait officiellement emménagé dans la 3e chambre, non plus comme une invitée temporaire, mais comme un membre de la famille. Elle avait obtenu son diplôme d'études secondaires et s'était inscrite à des cours dans une université locale, son esprit vif trouvant un exutoire au-delà des compétences de survie qu'il avait protégées dans la rue. Monique faisait également partie de leur vie. Maintenant installée dans la maison de retraite où Chloé l'avait aidée à obtenir une place, la vieille femme était une invitée régulière pour les déjeuners du dimanche. En cet après-midi d'automne particulier, ces membres étendus de la famille choisie par Chloé se réunissaient pour célébrer le 9e anniversaire de Manon. Alors que Chloé finissait de glacer le gâteau au chocolat et crème au beurre fait maison le préféré de Manon, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir et la voix de Clara lancer un salut. « Dans la cuisine. » répondit Chloé, posant sa spatule et s'essuyant les mains sur un torchon. Clara apparut dans l'embrasure de la porte, les bras chargés de fournitures de fête. Derrière elle se tenait Bernadette, la même femme âgée qui avait partagé un sac de légumes secs avec Chloé dans leurs jours les plus sombres, maintenant remise de sa propre période d'errance et faisant du bénévolat au Centre communal d'action sociale, CCAS, où vivait Monique. « J'ai tout ce qui est sur la liste », annonça Clara. « Et j'ai pris Bernadette en passant. » Monique arrive avec Valérie, elle s'arrête pour prendre de la glace. Chloé sourit, toujours parfois surprise de la facilité avec laquelle Clara s'était intégrée dans leur vie, de la façon dont elle avait embrassé les responsabilités et les liens après des années d'isolement protecteur. « Parfait. Manon est dans le jardin avec Léo si tu veux l'aider à finir le tas de feuilles pour la chasse au trésor. » Tandis que Clara se dirigeait vers le jardin, Bernadette commença à déballer les fournitures de fête, assiettes en carton, ballons, petits sacs cadeaux pour les amis de Manon. « Je n'aurais jamais pensé à mon âge aider à nouveau pour une fête d'anniversaire d'enfant, remarqua-t-elle avec un plaisir tranquille. La vie prend de drôles de tournants. Chloé hocha la tête, comprenant parfaitement le sentiment derrière ces simples mots. 6 mois plus tôt, elle n'aurait pas pu imaginer cette scène, ce moment de joie ordinaire, préparant la fête de sa fille, entourée d'une famille improvisée forgée par des épreuves partagées et des liens inattendus. L'anniversaire se déroula dans le chaos contrôlé typique d'un groupe de fillettes de 9 ans. Des jeux dans le jardin, des cadeaux ouverts avec des cris de joie, un gâteau dévoré au milieu des rires et des bavardages. Chloé se déplaçait au milieu de tout cela avec une joie tranquille, regardant sa fille entourée d'amis qui ne savaient rien des privations qui avaient précédé ce moment d'enfance normale. Lorsque le dernier invité fut parti et que le cercle intime s'installa dans le salon avec les restes du gâteau, Manon se blottit contre le flanc de Chloé sur le canapé, agréablement épuisée par l'excitation de la journée. « C'était un bon anniversaire, mon trésor ?» demanda Chloé. « Le meilleur de tous, » déclara Manon. Puis elle ajouta pensivement, « Maman, je pensais à quelque chose. » « À quoi donc ? Tu te souviens quand on dormait à l'abri de bus et que tu me disais qu'un jour les choses iraient mieux ?» Manon leva les yeux. « Tu avais raison. C'est mieux, maintenant. » Chloé déglutit pour faire passer la boule soudaine dans sa gorge. « Oui, ça l'est. Je pense que c'est parce que tu n'as jamais abandonné, » continua Manon avec une conviction d'enfant absolue. Peut-être que c'était ça, pensa Chloé. Peut-être que ce refus obstiné d'abandonner, même dans les moments les plus sombres, avait été la véritable clé qui avait débloqué l'héritage de son grand-père. Peut-être que le pouvoir de la carte n'avait jamais reposé uniquement sur la lignée ou la vérification biométrique, mais sur une qualité que papy Jean-Pierre avait reconnue chez sa petite-fille, la même résilience sur laquelle il s'était appuyé lors de son propre voyage de la misère à la fortune. Parfois, mon trésor, dit Chloé, avoir la foi, ce n'est pas se sentir sûr de soi. C'est continuer à essayer, même quand on n'est pas sûr de pouvoir y arriver. Manon réfléchit à cela, puis hocha la tête avec la sagesse sérieuse d'une enfant.
C'est ce dont je me souviendrai au cas où j'aurai des moments difficiles un jour. Plus tard ce soir-là, Chloé était assise sur la terrasse arrière avec Clara, profitant de l'air frais d'automne et du calme relatif après les festivités. Manon a dit quelque chose d'intéressant aujourd'hui, dit Chloé pensivement, regardant les étoiles apparaître au-dessus des tilleuls. Sur le fait que la foi est une action, pas un sentiment. La gamine est plus intelligente que la plupart des adultes que j'ai connus. Clara marqua une pause, puis ajouta avec une vulnérabilité inhabituelle, c'est comme ça que j'ai survécu aussi, tu sais. Pas parce que je croyais que ça irait mieux. Je n'y croyais pas. Mais j'ai continué à avancer quand même. Et maintenant je commence vraiment à y croire. Jean, pour de vrai. Elle fit un geste vague vers la maison, le jardin, la vie qu'ils avaient construite. Ses cours à l'université, un avenir qui ne consiste pas seulement à survivre jusqu'au lendemain. C'est encore bizarre, mais je m'y habitue. Moi aussi, admit Chloé. Parfois, je me réveille encore en m'attendant à nous retrouver à cet abri de bus. Et puis tu te souviens que c'est réel, termina Clara. Elles restèrent assises dans un silence confortable pendant un moment, chacune perdue dans ses pensées. Finalement, Clara reprit la parole, son ton délibérément désinvolte une indication de l'importance émotionnelle du sujet. J'ai été acceptée dans ce programme de travail social, celui que Valérie m'avait recommandé. Clara, c'est une nouvelle merveilleuse. C'est juste un certificat pour l'instant, mais après, peut-être, qui sait? J'ai pensé que je pourrais être bonne pour aider les enfants qui ont été là où j'étais. Tu seras incroyable, dit Chloé. Tu comprends ce dont ils ont besoin d'une manière qu'aucun manuel ne pourra jamais enseigner. Clara accepta le compliment avec un minimum de déviation, un autre signe de son confort croissant avec le renforcement positif. Bref, j'aurai besoin d'un emploi du temps flexible pour les cours, mais je peux toujours aider avec Léo et tout ça. On s'arrangera, l'assura Chloé. Cette maison fonctionne grâce au soutien mutuel. Souviens-toi, ton éducation est aussi importante que tout le reste. Alors que Clara rentrait pour appeler son conseiller pédagogique, Chloé resta sur la terrasse, réfléchissant à la tapisserie de vies interconnectées qui s'était formée autour de sa famille. Ce qui avait commencé comme une survie désespérée avait évolué en quelque chose de plus riche, une communauté de soins mutuels et d'objectifs partagés. C'était là, réalisa-t-elle, l'aspect le plus précieux de son héritage. Pas la sécurité financière, bien qu'elle restât profondément importante, mais la capacité de créer un réseau de soutien s'étendant au-delà de sa famille immédiate, d'être pour les autres ce que son grand-père avait été pour elle, une source d'aide inattendue lorsque les systèmes normaux échouent. Le lendemain matin, Chloé se leva tôt et se rendit au cimetière de village, une démarche qu'elle avait l'intention de faire depuis des mois, mais pour laquelle elle n'avait jamais trouvé le bon moment. Le gardien l'orienta vers une modeste pierre tombale dans la section haie. Le soleil du matin illuminait une simple inscription, Jean-Pierre Moreau, 1926 à 2000. Aux échecs comme dans la vie, protège ce qui a le plus de valeur. Chloé plaça une petite plante en pot à côté de la pierre, puis resta un moment en communion silencieuse avec le grand-père qui avait changé la trajectoire de l'histoire de sa famille des décennies après sa mort. Je comprends maintenant, dit-elle doucement à la pierre. Pourquoi tu vivais simplement malgré ton succès? Pourquoi tu gardais ta richesse comme un outil, pas comme une identité? Elle sourit légèrement. Les enfants s'épanouissent. Léo marche partout, touche à tout. Manon est si intelligente, elle te donnerait déjà du fil à retordre aux échecs. Une légère brise agita les feuilles autour du cimetière, apportant l'odeur de la terre d'automne et de la fumée lointaine. J'aide les autres, continua Chloé. Discrètement, comme toi. En créant des changements qui comptent, pas des déclarations qui impressionnent. Elle toucha la citation sur les échecs gravés sur la pierre. Je protège ce qui a le plus de valeur. Pas seulement ma famille, mais la dignité de ceux qui luttent encore là où nous étions autrefois. En se retournant pour partir, Chloé remarqua un homme âgé plaçant des fleurs sur une tombe voisine. Leur regard se croisa un instant et il hocha la tête de la manière dont les étrangers se reconnaissent dans les lieux de mémoire. Quelque chose dans sa posture, une certaine dignité malgré des difficultés financières évidentes, lui rappela son grand-père. « Bonjour », offrit-elle alors qu'il se retrouvait à marcher vers la sortie au même rythme. « Bonjour », répondit-il avec une réserve polie. Ils marchèrent dans un silence amical jusqu'à ce qu'ils atteignent le parking, où l'homme s'arrêta à côté d'une voiture ancienne qui semblait tenir principalement par la volonté et du ruban adhésif stratégiquement placé.
Elle a du mal à démarrer ces derniers temps, expliqua-t-il. Mais elle m'emmène là où je dois aller la plupart du temps. Le transport peut faire toute la différence, remarqua Chloé, se souvenant comment leurs options s'étaient réduites lorsqu'ils avaient perdu leur voiture dans l'avalanche de désastres financiers après la mort de Nicolas. L'homme hocha la tête, puis hésita avant de reprendre la parole. Vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui embauche, par hasard? Je cherche du travail depuis des mois, mais à mon âge, il haussa les épaules, l'embarras luttant contre la nécessité. Ma fille essaie de finir l'université. J'essaie de l'empêcher d'arrêter pour nous soutenir. Chloé le regarda attentivement, reconnaissant les signes familiers d'un homme essayant désespérément de maintenir sa dignité face à des circonstances écrasantes. Pas encore sans abri, peut-être, mais vacillant sur ce même précipice qui avait autrefois englouti sa propre famille. En fait, dit-elle, je connais peut-être une opportunité. Quelle est votre expérience? Au moment où ils se séparèrent, Chloé avait les coordonnées de l'homme, Jean, et une idée générale de sa situation. Elle ne pouvait rien garantir, mais plusieurs de ces initiatives communautaires avaient besoin de coordinateurs, des personnes qui comprenaient de première main les défis auxquels elles étaient confrontées. En rentrant chez elle, Chloé réfléchit à la symétrie de cette rencontre, comment sa visite pour remercier son grand-père pour son héritage lui avait immédiatement présenté une opportunité de transmettre cet héritage à une autre famille dans le besoin. C'était la nouvelle normalité qu'elle avait enfin acceptée. Une vie où la sécurité et la détermination avaient remplacé la survie désespérée, où le cadeau remarquable qu'elle avait reçu devenait le plus significatif lorsqu'il était partagé. Elle avait placé cette photo spéciale sur sa table de chevet, celle de son papy Jean-Pierre, les cheveux blancs et l'air distingué. Et ce soir-là, en la regardant, elle sut avec certitude qu'il aurait été satisfait. Non pas du luxe qu'elle aurait pu s'offrir, mais de la manière dont elle avait choisi de vivre, modestement, avec détermination et avec une compassion infinie pour ceux qui luttaient encore. Manon dormait déjà, serrant un ours en peluche. Léo respirait paisiblement dans son berceau. Clara étudiait dans sa chambre, se préparant pour le nouveau chapitre de sa vie. Et Chloé se tenait près de la fenêtre, regardant la rue calme où les lumières des maisons voisines brillaient. Quelque part là dehors, il y avait des gens qui ne savaient pas où ils dormiraient cette nuit. Des gens qui avaient tout perdu et ne voyaient aucune issue. Des gens comme elle, il n'y a pas si longtemps. Elle ne pouvait pas sauver tout le monde, mais elle pouvait tendre la main à ceux qu'elle croisait sur son chemin. Elle pouvait être la corde dont son grand-père avait parlé, la corde pour ceux qui étaient dans le trou et qui croyaient encore qu'il y avait une issue. Son téléphone bipa avec un message d'Hugo. Bonne nuit, Madame Moreau. Les documents pour la nouvelle fondation caritative seront prêts à être signés demain. Vous créez quelque chose qui aidera les gens pour les années à venir. Elle sourit et tapa une réponse. Merci, Hugo, pour tout. C'est ce que papy aurait voulu. Je sais, fut la réponse. Il serait très fier de vous. Chloé éteignit son téléphone et jeta un dernier regard à la photo de son grand-père. Merci, papy, chuchota-t-elle. D'avoir cru en moi, de m'avoir donné une chance. Je ne te décevrai pas. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle s'endormit avec un sentiment de paix totale, sachant que demain apporterait de nouvelles opportunités d'aider, de nouvelles rencontres, de nouvelles chances de transmettre la gentillesse qu'elle avait reçue. Car c'était là le véritable sens de l'héritage. Pas l'argent, pas la sécurité, mais la possibilité d'être pour quelqu'un d'autre la bouée de sauvetage que son grand-père avait été pour elle. Et cette possibilité, elle avait bien l'intention de la saisir pleinement.